Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Marc, mais j'accueille sur le podcast un enseignant un peu spécial, car sa matière, c'est l'entrepreneuriat. En 2011, alors qu'il donne des cours privés à côté de ses propres études à Paris, il est sollicité par un élève qui habite loin de chez lui. Il tente alors l'enseignement par Skype et y voit au final que des avantages. Cette découverte intervient juste après son premier échec entrepreneurial et il voit tellement de potentiel en ce nouveau système de cours à distance qu'il décide de retenter sa chance avec un partenaire. Les 2 premières années du projet sont dédiées à la recherche d'un troisième cofondateur, à un procès pour une histoire de nom et beaucoup de réflexion et de procrastination créative. Tout ça donne naissance à Live Mentor, une école pour entrepreneurs, freelance et indépendants qui a déjà levé près de 2,5 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, Live Mentor est une réelle école en plein cœur de Paris avec une équipe d'une vingtaine d'employés. Leur mission ? Guider et coacher les porteurs de projets vers une nouvelle économie dans laquelle une personne sur 2 vivrait de sa propre activité. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne m'attendais pas à ça fait très plaisir. Mais c'est moi qui te remercie d'être présent en ce dimanche soir, donc que ce soit chez Live Mentor ou Entrepreneur, il n'y a pas de jour de congé. Et pour moi, c'est plutôt drôle d'interviewer le gars qui veut révolutionner l'éducation le soir juste avant ma rentrée. Écoute, je te souhaite une très bonne rentrée. Merci. Mais avant ça, je vais justement te poser la question à toi, ex-étudiant, puisque tu as développé ton projet pendant tes études. Quels conseils pourrais-tu donner aux étudiants qui auraient un projet justement ? Je pense que le premier conseil, c'est d'y aller à fond. Il n'y a pas de risque de manquer ses études en lançant un projet à côté. Je pense qu'au contraire, ça te fait développer des compétences extrêmement rapidement. Ça te force à être beaucoup plus productif dans tes études. Ça te force également à te faire des choix et à te demander si chaque cours que tu suis t'apporte vraiment quelque chose d'utile, donc quelque chose d'épanouissant. Donc, mon conseil est d'y aller, de ne pas avoir peur, de ne pas se limiter. Ok, super. On enregistre le conseil. Et pour ceux qui n'auraient pas le luxe d'être étudiants, tu conseillerais un petit peu la théorie du side hustle dont on parle beaucoup sur Entrepreneur, c'est-à-dire un projet à côté, un projet annexe ? Exactement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de donner le conseil à quelqu'un qui est en CDI, quelqu'un qui a un travail salarié à temps plein, de tout quitter du jour au lendemain pour lancer un projet. Je pense que c'est un très mauvais conseil. Je crois au contraire, effectivement, à des parcours où on mélange plusieurs vies en même temps. Je pense qu'avoir un projet en parallèle de son activité salariée, c'est tout à fait possible. Et dans les succès que j'ai vus ces dernières années, dans les personnes que j'accompagne, dans les personnes que je coach, à chaque fois, je suis ébloui par ce qu'on peut créer le week-end, le soir en semaine, comme petite communauté, par exemple, qui donne des résultats vraiment spectaculaires au bout de quelques mois, quelques années. Je te prends en exemple une fille qui s'appelle Ondine. Ondine, elle a créé une marque de tapis de yoga qui s'appelle Yoga Matata. Donc, c'est des tapis de yoga qui sont écolos, qui sont faits avec des matières 100% naturelles. Ondine, elle a réussi un crowdfunding de manière assez exceptionnelle. Elle a levé en 10 jours à peu près 15 000 euros. Et en fait, les personnes qui veulent faire un financement participatif me disent toujours, mais c'est quoi le secret d'Ondine ? Qu'est-ce qu'elle a fait durant la campagne, durant ces quelques jours en fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Et ce que je leur explique, c'est que durant la campagne, elle a pas fait grand-chose au final, Ondine. Par contre, durant les 2 années précédant la campagne, elle a tenu un blog sur différents thèmes, principalement l'écologie, le yoga aussi, la méditation. Et elle a créé une communauté. Pendant 2 ans, sans s'arrêter, elle écrivait. Elle a créé un lien avec des fans qui, le jour du lancement de Yoga Matata, sa marque de tapis de yoga, ont répondu présent et lui ont permis d'atteindre l'objectif en moins d'1 semaine pour finalement lever plus du double de l'objectif. Génial.
C'est ça pour moi la magie des side projects. Exactement. Et avec Entrepreneur, on explique souvent que la création d'une audience et de la création de valeur pour l'audience, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable à toute échelle, avec toutes les ressources, toutes les échelles de ressources qu'on pourrait avoir. Et d'ailleurs, je trouve que ta définition de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat est très pertinente puisqu'elle n'inclut pas forcément la notion de scale, de levée de fonds et tout le jargon startup qui va avec. Donc, tu pourrais peut-être partager ta définition de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur d'aujourd'hui. C'est vrai qu'effectivement, on a une définition un peu particulière chez Live Mentor, dans la mesure où on va un peu à l'encontre de tout l'écosystème de la Startup Nation. On pense qu'il y a plein de manières d'entreprendre. On pense qu'on n'est pas obligé de lancer une entreprise pour vouloir conquérir le monde et pour avoir envie de recruter 500 personnes. J'ai rien contre cette ambition-là. Je pense qu'elle peut se développer au fil du temps, mais je la trouve pas meilleure en soi que l'ambition de se mettre à son compte pour devenir thérapeute, magnétiseur, sophrologue, de se mettre à son compte pour devenir prof de yoga, de se mettre à son compte pour devenir freelance et devenir au fil des années expert sur son sujet. Je trouve pas l'ambition de lever des fonds forcément plus inspirante que de lancer un commerce local, de lancer un coffee shop, de lancer un espace de coworking ou de lancer un petit site e-commerce avec une communauté très active derrière. Donc là où certains vont définir l'entrepreneuriat comme principalement une question de nombre d'employés, de nombre de millions d'euros levés et comme nombre de passages télé, nous, on va plutôt la définir comme l'envie de développer un projet qui a du sens, l'envie d'apprendre des compétences chaque semaine, chaque mois. Je pense que c'est le principal moteur d'un entrepreneur. Et évidemment, le fait de pouvoir en vivre, de gagner bien sa vie pour pouvoir accéder à un style de vie, se créer un style de vie qui nous permet d'être libre. Moi, quand j'écoute mes élèves, j'écoute la volonté de plus prendre le métro. Ça peut se sembler rigolo, mais si tu habites à Paris, je pense que tu peux tout de suite voir à quoi ça fait référence. J'entends la volonté de voyager, j'entends la volonté d'avoir les jeudis de libre, par exemple, pour passer du temps avec ses enfants. Bref, j'entends des motivations qui sont très relatives au style de vie, plus qu'à une volonté industrielle du 19e siècle de construire des empires. C'est tout à fait pertinent, c'est un petit peu ce qu'on partage aussi, puisque selon nous, tout le monde a le moyen de développer une expertise. Tu as mentionné le terme expert, c'est tout à fait ça, c'est d'être en mesure de créer de la valeur pour quelqu'un, et ça se fait à n'importe quelle échelle. Par contre, on voit aussi des tendances un petit peu de faux entrepreneuriat, comme on pourrait dire, qui sont sujettes aux problématiques d'ubérisation peut-être ou d'intrapreneuriat, et beaucoup de trends comme ça où on vend l'entrepreneuriat, mais au final, c'en est pas vraiment. Quel est ton avis là-dessus? Effectivement, je pense que si tu prends le domaine des freelances, tu as deux types d'écosystèmes. Tu as un écosystème qui est de l'intérim déguisé. C'est pas être freelance que bosser pour une plateforme comme Uber. C'est pas être freelance que de bosser pour une plateforme qui t'impose un prix. C'est pas être freelance que bosser pour une plateforme qui ne te met pas en avant, qui ne te permet pas de construire ta marque personnelle, ta réputation. Je bosse pendant 10 ans pour Uber. Personne ne sait que je suis le meilleur chauffeur de taxi de France. Personne ne peut me trouver directement. Je suis invisible. Je suis dépendant de la plateforme. À l'inverse, moi, ce sur quoi je forme mes élèves, je les forme à avoir leur propre audience, leur propre écosystème. Par exemple, j'ai certains chauffeurs de taxi, VTC, qui viennent me voir et qui me disent Alexandre, j'aimerais quitter Uber. Comment est-ce que je fais pour me faire connaître? Et là, du coup, on travaille ensemble sur des stratégies, par exemple, de communication qui peuvent passer par... Je fais de la publicité sur Google AdWords sur certaines requêtes comme trajet aéroport Paris. Et je vois d'ailleurs certains VTC qui ont quitté Uber il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui maintenant
sont tout à fait indépendants, ont même réussi à recruter autour d'eux 1, 2, 3 chauffeurs. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça passe par un des points les super importants dans ce type d'activité, c'est de pouvoir dégager suffisamment de ressources pour acheter des voitures ou les prendre en leasing et ensuite mettre d'autres chauffeurs autour de soi qui utilisent les voitures. Ça, c'est un exemple pour les chauffeurs en VTC. Un exemple qui peut aussi être assez parlant, c'est les graphistes, les consultants en communication, les rédacteurs, les copywriters, qui ont deux choix. Soit passer par des agences, bosser pour des intermédiaires, ou au contraire créer leur réputation, leur nom, leur marque, ne pas jouer la course vers le bas. Il y a toujours quelqu'un qui peut être moins cher que toi, toujours, surtout sur Internet. Donc il ne faut pas jouer cette course. Cette course-là, elle est perdue d'avance. Il faut au contraire se positionner sur un domaine qu'on adore, un domaine on pourrait s'imaginer le faire pendant des années et devenir tellement bon dans ce qu'on fait que ce qu'on propose, c'est plus des prestations au final. Ce qu'on propose, c'est sa marque, c'est son nom. Ce que le client va rechercher, c'est pas un rédacteur, c'est Jean Dupont qui a un blog actif depuis 4 ans, 5 ans sur la rédaction web, sur le copywriting, et qui écrit tellement bien qu'il peut demander à peu près les prix qu'il veut. C'est intéressant de regarder le monde justement du copywriting où il y a pour en apparence le même type de prestation, des personnes qui n'osent pas demander plus de 150 € par jour et des personnes qui vont demander 400 € de l'heure. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément demander 400 € de l'heure. Chacun arbitre selon le type de mission et le rapport qu'il a avec le client. Mais je considère que c'est aussi ma responsabilité en tant que coach de montrer à des freelances qui ont le syndrome de l'imposteur, de montrer à des freelances qui n'osent pas afficher des prix élevés, qui peuvent le faire. Que rien ne les empêche de le faire s'ils le désirent. Exactement, et ça c'est la thématique, comme tu l'as bien dit, de la marque personnelle, le personal branding, et du coup on a plusieurs épisodes sur le sujet. Les entrepreneurs sont assez familiers avec cette thématique, mais ensuite on va parler d'éducation, ou même d'auto-éducation un petit peu, puisque l'éducation formelle ne permet pas de devenir ou de savoir devenir entrepreneur, ça c'est juste un fait. Mais toi, tu as su te positionner comme une alternative sans autant tomber dans le classique infoprenariat, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui manque dans ces deux formules, soit l'éducation classique formelle, par exemple, là, je fais HEC, moi, si j'ai mon MBA d'HEC, c'est super cool, mais ça va pas me faire devenir entrepreneur. Et puis, à l'inverse, sur Internet, on voit une multitude d'infoproducts, donc des produits d'information tout bêtes, simplement des e-books sur des sites ou des trucs comme ça. Et ça, c'est pas non plus de la réelle éducation, selon moi. Comment tu as fait pour te positionner entre les deux? Quels sont les éléments qui manquent dans ces deux formules perdantes, en fait? Alors, c'est une sacrée question. Alors, premièrement, l'éducation classique traditionnelle, je pense qu'elle peut avoir plein d'avantages, mais effectivement, elle est pas pensée pour former des entrepreneurs. Pourquoi? Alors, plusieurs raisons. Je peux prendre un peu de temps pour répondre. Ok. Alors, je dirais plusieurs choses. Premièrement, l'école, elle nous apprend pas à apprendre par nous-mêmes, à aller chercher la bonne information. HEC, Stanford, MIT te donne un programme. Ce programme, il faut l'apprendre par cœur pour bien le réciter le jour J. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est découvrir chaque semaine ce que tu dois apprendre. Il n'y a pas de programme type. Donc, il y a certains pays qui commencent à le comprendre. Au Danemark, par exemple, il y a des tests qui sont menés sur l'accès à Internet durant les examens, en partant de l'idée que l'élève, il doit savoir utiliser correctement Internet, il doit savoir chercher de l'information pour se débrouiller. Ensuite, l'école, elle n'apprend pas à prendre la parole en public. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais terrorisé au collège de passer devant toute la classe pour un exposé et j'étais pas le seul. Or, être entrepreneur, monter son projet, c'est une question aussi d'aisance à l'oral, de confiance en soi, de prise de parole en public.
il faut littéralement amener un projet au monde, l'amener à certaines communautés, et l'école n'a pas pensé à l'inclure dans le programme. Ça. Ensuite, l'école ne nous apprend pas à bosser en équipe. Les travaux en groupe, c'est très rare. L'éducation nationale ne nous parle pas non plus d'écoute active, de communication non violente, de prise d'initiative. Or, encore une fois, si je suis porteur de projet, je vais devoir bosser constamment avec différentes personnes. Je vais devoir bosser avec mes clients, je vais devoir bosser avec des freelances, je vais devoir bosser avec peut-être des employés, je vais devoir bosser avec tout un tas de personnes. Je vais devoir aller vers les autres, savoir comment créer des relations, comment créer des liens avec des partenaires, par exemple. Et ça, je dois l'apprendre aujourd'hui tout seul. L'école ne nous apprend pas non plus à poser des questions. Or, moi, je sais que dans ma démarche de coaching, mon rôle est principalement de poser des questions à l'entrepreneur, de l'aider à se poser lui-même les questions. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît vraiment? Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que je suis en train d'appuyer sur mes forces? Ou au contraire, est-ce que je suis en train de faire fausse route? Donc voilà quelques raisons pour lesquelles l'éducation nationale ne nous apprend pas à lancer notre projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons enseignants. Au contraire, il y a des milliers d'enseignants exceptionnels en France et dans tous les pays d'ailleurs. Et le problème n'est pas chez eux, le problème est sur la structure qui les limite, qui les bride, qui les empêche souvent, malheureusement, de faire du coaching avec leurs élèves. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur Oui. l'école? Tout ça me paraît absolument évident, c'est sûr. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'était en gros, qu'est-ce que tu penses de l'infopreneuriat? Qu'est-ce que tu penses tous les e-books qui existent, tous les contenus qui existent pour créer son entreprise? Moi, j'ai une démarche historique qui est une démarche de coaching. Donc, je crois beaucoup aux ressources. J'en produis énormément chez Live Mentor. On a des playbooks entiers qu'on essaye de spécialiser justement par type d'activité. Je pense que c'est d'ailleurs là aussi où moi je rejoins pas à 100% le monde de l'infopreneuriat parce que souvent ce monde se résume à une méthode miracle pour réussir sur Internet. Et ça, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que les leviers de réussite pour un thérapeute, par exemple, n'ont rien à voir avec les leviers de réussite pour un site e-commerce. Et donc, si tu ne fais pas cet effort de te plonger vraiment dans les thématiques de chaque type de projet, qu'est-ce qui fait le succès d'un podcast, par exemple? Toi, si je prends ton exemple à toi, qu'est-ce qui fait le succès d'un podcast? Moi, je suis très, très ami avec Antonin Archer qui a lancé le podcast Nouvelle École. Qu'est-ce qui fait le succès de Nouvelle École? Qu'est-ce qui fait le succès d'un podcast? La réponse à cette question est très différente de la réponse à la question comment est-ce que je fais marcher mon site e-commerce. Donc, dans la pédagogie de Live Mentor, je mets en premier le coaching, le fait d'écouter l'élève, d'avoir une discussion avec lui pour l'aider et lui faire du feedback personnalisé. Et je mets ensuite l'obligation de créer sans cesse des ressources catégorisées et spécialisées par type de projet. Merci pour cette réponse très détaillée. D'ailleurs, un podcast, ce que je fais maintenant, c'est très différent de l'e-commerce que j'ai fait aussi avant. C'était une bonne expérience aussi. Et maintenant, je voulais qu'on se penche un petit peu sur la différence entre un réel coach ou plutôt quelqu'un qui serait simplement un consultant ou quelqu'un qui transmet de l'information, alors que toi, tu essayes qu'il l'applique vraiment. Et ça, je pense que c'est une grosse différence. Il y a une grosse différenciation à faire, puisque par exemple, nous, avec le podcast, on est en train de partager l'étude du succès entrepreneurial comme on peut, de partager des ressources, des livres, des interviews, tout ce qu'on peut. Mais on n'est pas des coachs. On est simplement des transmetteurs d'informations, des partageurs d'informations. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette notion de coach. Qu'est-ce que tu fais en plus? Alors, qu'est-ce que le coaching? Sacrée bonne question. Le coaching, c'est n'importe quelle relation où tu interagis avec quelqu'un au service de son apprentissage, de son développement personnel, de sa transformation. Le but du coaching, c'est d'aider quelqu'un à se transformer. De toute façon, on se transforme tous, tout le temps.
le coaching sur des porteurs de projets, c'est quelque chose qui moi j'adore, je trouve particulièrement challengeant. J'apprends à chaque fois que je fais du coaching parce que tu es confronté à des personnes qui passent par des ascenseurs émotionnels constamment. Être porteur de projet, comme je disais, c'est découvrir chaque semaine de quoi tu as besoin. Et effectivement, ça demande un soutien et un échange très régulier. Ma manière personnelle de faire du coaching, la manière dont je le fais moi, et ça peut surprendre souvent beaucoup de personnes quand ils me voient coacher, c'est que je ne me limite pas à l'aspect business. Je ne me limite pas à l'aspect purement création d'entreprise parce que je pense que tout est lié. Donc quand je suis en train d'accompagner quelqu'un, un entrepreneur par exemple, qui vient d'avoir un enfant et que je me rends compte que les difficultés qu'il a dans son entreprise sont en fait extrêmement liées au fait qu'il vient de devenir père et que ça remet en cause toute sa hiérarchie de priorité, toute son échelle de valeur, c'est normal qu'on en discute aussi. Donc je sais que notre culture occidentale demande de laisser le privé lorsqu'on franchit la porte de l'entreprise. Mais pour moi, toutes ces choses sont intégrées et les penser de manière séparée, ça détruit les individus, ça détruit les porteurs de projets. Et donc, j'essaye de faire différemment. Voilà, tu as réussi à formuler mieux que ce qu'on a toujours essayé de faire avec Marc, puisque en étudiant le succès entrepreneurial et la haute performance en même temps, ce qu'on pourrait appeler un peu le développement personnel, on n'a jamais réussi à les dissocier, puisque tu m'as fait réaliser qu'un projet, c'est forcément aussi privé que professionnel, et c'est indissociable. Donc d'ailleurs, vous, comment vous faites pour implémenter du coaching ou de l'éducation sur les soft skills, en fait, par rapport aux hard skills, puisque tu peux difficilement mesurer, évaluer, c'est plus réellement développer une profonde relation au final. Oui, on développe avec chaque élève, on essaye de le faire en tout cas une relation assez profonde. Et donc, mon équipe académique, mes mentors, je les forme sur les notions de soft skills. Par exemple, chaque mentor est suivi par une coach théâtrale qui va faire travailler le mentor sur l'écoute, par exemple. Comment est-ce que je suis à l'écoute de la personne en face de moi? Cette coach théâtrale donc, qui s'appelle Estelle Haas, qui est brillante dans ce qu'elle fait, elle va à la fois aider le mentor sur l'écoute, mais aussi sur la prise de parole en public. Comment est-ce que je prends la parole face à un groupe d'élèves de 10, 15, 20, 30, 40, etc. Et comment est-ce que je réussis à avoir un impact? Comment est-ce que je réussis à engager tout ce groupe tout en faisant du personnalisé? Donc ça s'apprend, encore une fois. Tout ça, ce n'est pas inné, mais tout le monde peut l'apprendre. Ouais. On a l'habitude de dire chez Entrepreneur que tout peut être appris, entrepris et accompli. Et ça répond partiellement à ma prochaine question parce que je voulais te demander ton équipe de mentors, les gens qui coachent pour toi, pour Live Mentor. En fait, ils ont forcément une éducation qui n'est pas formelle puisque l'éducation formelle est obsolète dans ce domaine. Donc, c'est un petit peu toi, le méta-mentor, qui va diffuser l'auto-éducation pour tes propres mentors qui ensuite, eux, coacheront les porteurs de projets, c'est bien juste. Alors, c'est vrai qu'effectivement, je joue le rôle de coach en interne et je passe beaucoup de temps avec les mentors sur leur formation. Mais en fait, c'est assez horizontal, on se forme tous entre nous. Je ne prends que des personnes qui ont été entrepreneurs, qui ont lancé des projets, que ces projets aient été des succès ou des échecs d'ailleurs. Mais ensuite, outre le niveau à l'entrée, ce qui est pas le bon indicateur, ce qui compte, c'est la courbe d'apprentissage et l'état d'esprit. Et là, je suis super content parce qu'on a une équipe académique qui m'impressionne chaque jour, avec que des personnes extrêmement motivées, extrêmement dédiées à leurs élèves. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Ouais, c'est génial. Tu as vraiment créé un écosystème où les gens sont dans l'apprentissage continu. Et pour faire
une petite référence à la théorie du growth mindset, donc de la mentalité de croissance, c'est forcément quelque chose de très différent du monde, entre guillemets, classique et mainstream. Et je vais garder un œil sur votre structure parce que ça me passionne vraiment cette dynamique d'apprentissage. Mais l'apprentissage ne fait pas tout. Ça, c'est la question suivante, puisque à l'époque de l'information est surabondante et presque gratuite au final si on sait où chercher. Donc la valeur pour l'élève réside vraiment dans l'application, dans l'exécution. Et ça, c'est la plus grande difficulté du développement personnel ou bien de l'auto-éducation, c'est comment on exécute, comment on applique. Et on sait que la peur entre en jeu et que la résistance entre en jeu. Chez vous, comment vous faites pour transformer vos élèves en personnes qui passent à l'action? Comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, il y a simplement du soutien, de l'accompagnement, de la réactivité à chaque fois que l'élève a besoin de nous. Et il y a aussi une conviction profonde. La réponse, elle est chez l'élève, elle n'est pas chez nous. Quand un élève réussit, peut-être qu'on a aidé, on espère en tout cas avoir joué un rôle, mais moi je suis profondément convaincu que c'est l'élève qui a la réponse. Donc c'est d'abord l'élève qu'il faut féliciter. Les manières dont on essaye d'accompagner cette transformation, c'est en réinventant une pédagogie. Une pédagogie où il n'y a pas de notes, une pédagogie où il n'y a aucun cours magistraux, ce sont que des cours d'interaction, ce ne sont que des séances de coaching, on part des questions de l'élève et le mentor est là pour répondre à des questions et non pas pour divulguer un savoir de manière magistrale. Et ensuite, on est en train de vraiment réfléchir à la temporalité de nos formations. Nos cycles de formation durent 3 mois. À la fin des 3 mois, tous les élèves veulent continuer. Et en fait, c'est un peu normal parce que le projet ne s'arrête pas à la fin des 3 mois. Le projet, il continue parfois pendant des années. Donc, on est en train de moduler notre structure académique pour créer un système où l'élève est là aussi longtemps qu'il a envie de rester dans cet accompagnement, dans cette relation de coaching. Ouais, c'est là que vous avez créé un petit peu cette dynamique d'environnement communautaire, presque comme une famille, d'après ce que j'ai pu analyser sur votre écosystème. Et puis, justement, pour parler de l'étude du succès, donc vous avez coaché plusieurs milliers de porteurs de projets jusqu'à maintenant. Est-ce que ceux qui ont outrepassé ou en tout cas atteint leur objectif, ils avaient un dénominateur commun? Est-ce que tu as remarqué des principes ou des schémas qui revenaient encore et encore dans les gens qui réussissaient en fait? Non, il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma si ce n'est l'apprentissage permanent, la remise en question et si je devais donner un dernier élément, j'ai le sentiment qu'effectivement les porteurs de projets qui vivent le mieux leur activité, qui s'épanouissent au maximum, se prennent souvent des moments, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, au calme, seuls, pour poser sur papier, pour écrire leurs raisons d'entreprendre, leurs problèmes principaux, les solutions qui sont à leur portée. Dédier ce moment à l'auto-analyse est, je pense, indispensable. Alors, tu n'as pas voulu me donner un dénominateur commun, mais tu m'as donné 2 principes qu'on connaît bien chez Entrepreneur et qui nous tiennent à cœur en fait. C'est déjà être coachable, comme on pourrait dire en anglais, donc être capable de mettre un peu son ego de côté et puis réellement emmagasiner du feedback extérieur, ce qui est vraiment pas facile. Et donc, le deuxième pilier, le deuxième principe, c'est rechercher la clarté qu'on avait discuté dans l'analyse du livre. C'était Six Habits of High Performing People, il me semble. Et ça, c'est tout à fait ça. Les gens qui prennent le temps d'aller rechercher de la clarté, d'aller mettre sur papier les raisons et puis peut-être comment et pourquoi ils vont le faire. Donc, je te remercie en tout cas pour ces 2 principes qui font écho à ce qu'on a discuté ici. Et est-ce que tu as découvert une difficulté qui revient fréquemment? Peut-être pas chez tout le monde, mais une espèce de difficulté la plus fréquente. Écoute, dans les difficultés fréquentes, il y a oser se lancer pour les entrepreneurs qui sont sur des projets tout neufs. Toujours pareil,
je me sens pas assez fier de la première version de mon site, je me sens pas assez fier de mon activité, je me sens pas assez légitime. Donc, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur qu'il faut combattre au maximum. Ensuite, pour des entrepreneurs qui sont déjà lancés, j'observe souvent la difficulté suivante que moi je connais aussi, parce que je suis moi-même entrepreneur, donc je passe par les mêmes difficultés que mes élèves. À un certain moment, les réponses ne sont plus dans les livres. Les challenges, les problématiques sont trop spécifiques. Et donc, il faut que se crée un réseau, il faut s'entourer des personnes qui sont déjà passées par ces challenges très spécifiques pour avancer, pour aller plus loin. Au bout d'un certain stade, ça ne sert plus à rien de continuer à lire des ressources sur certains sujets, que ce soit par exemple des sujets de marketing, lire des ressources sur le référencement naturel, des sujets de pricing, de modèle économique, lire des ressources sur la bonne gamme de prix pour un freelance. À un moment, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et là, on reconnaît l'importance de l'environnement et il y a des thématiques comme le mastermind, les groupes d'échange d'idées, etc. que ça peut devenir extrêmement intéressant. Merci de mentionner ça. Et avant de poser ma dernière question, je voulais te demander où est-ce que les entrepreneurs pouvaient en apprendre plus sur toi et Live Mentor. Bah écoute, sur LinkedIn, on peut m'ajouter sur LinkedIn, sur Twitter, évidemment, et puis sur livementor.com. Ok, je mettrai tous les liens dans les ressources de l'entrepreneur. Et ma dernière question qui peut nous amener sur une petite discussion, c'est comment envisages-tu l'éducation ou la formation de tes enfants, si tu as prévu d'en avoir, ou simplement l'éducation du futur? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu analyser en faisant mes recherches sur votre modèle, c'est vraiment l'aspect communautaire, d'interaction, live et pas online. C'est une grosse différence, le en direct et le en ligne. C'est quelque chose de fondamental comme shift. C'est vraiment ce que j'ai remarqué chez vous et qu'on ne trouve ni dans les infoproducts classiques, ni dans l'éducation formelle. Oui, absolument. Donc, une dernière petite question bonus, on va dire, puisque tu es quelqu'un de passionné par l'enseignement, la psychologie, la pédagogie, peut-être plus que l'entrepreneuriat au final, je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil à nous, podcasteurs, qui transmettons ou partageons notre étude du succès entrepreneurial pour que les gens qui nous écoutent en retirent quelque chose vraiment, tu vois, pas que ce soit seulement de l'écoute. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui partage de l'information plus qu'un coach? Je pense qu'il faut engager au maximum avec votre communauté, demander aux personnes qui vous écoutent, aux auditeurs, quels sont les invités qu'ils aimeraient voir dans le podcast, quelles sont les questions qu'ils aimeraient poser aux invités, qu'est-ce qu'ils ont pensé de chaque épisode. C'est vraiment une co-construction des personnes qui vont t'écouter chez eux, dans les transports, sur leur vélo, pendant qu'ils font leur sport. Et en fait, la relation qui peut se créer peut être super forte à condition de créer une communauté et de pas créer une audience. C'est cette différence qui, je pense, est fondamentale pour toi. Ouais, on l'a remarqué. D'ailleurs, j'en profite pour faire le petit placement de notre Instagram sur lequel on est plutôt actif. Et c'est là où on a une jolie interaction en général. On partage notre histoire, entre guillemets, simplement le behind the scenes du podcast de plus en plus. C'est important. Et puis, on va garder ton conseil bien au chaud et on va essayer de l'appliquer au mieux. Et en tout cas, je te remercie énormément pour être passé sur le podcast un dimanche soir. Hein, ça dénote de ta work ethic, comme on pourrait dire. Et puis, pour les entrepreneurs, on se retrouvera simplement dimanche prochain. Merci à toi, merci beaucoup.